Bonjour, bienvenue dans Collab, une émission produite par les cours PI dans le cadre de son Lab 314 et que j'aurai le plaisir d'animer. Collab, c'est quoi? Pour co-construction, avec des familles qui partageront leurs expériences et leurs expertises sur des sujets qui les mobilisent, et ce, en interaction avec un invité spécialisé dans le domaine en question. Et Lab pour laboratoire, car ces émissions ont pour objectif de rechercher des solutions et de trouver des propositions à partir d'expériences vécues. Les 12 épisodes de la saison 1 de Collab auront comme fil conducteur les besoins éducatifs particuliers des enfants. Nous nous consacrerons ainsi plusieurs émissions aux enfants avec autisme, aux troubles de l'attention et ou avec hyperactivité, au haut potentiel intellectuel et ou émotionnel, ainsi qu'aux 10. Vous pourrez découvrir ces pépites tous les 3 de chaque mois à 14h. Retrouvez-nous vite et n'hésitez pas à donner votre avis et à partager vos expériences dans les commentaires. Belle journée et à très vite. Alors bienvenue dans cette émission de Collab, cette nouvelle émission qui va aujourd'hui avoir pour contenu et pour sujet l'accueil et la gestion des émotions pour les enfants que l'on accompagne, les enfants avec autisme. Donc dans cette nouvelle émission, on va accueillir Alexandra. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Alexandra? S'il vous plaît, nous dire aussi quel est l'âge de vos enfants? Alors bonjour, mes enfants du coup ont 9 et 12 ans. D'accord. Et vous êtes donc du coup, vous enseignez dans un contexte d'instruction en famille, en partie? En partie, parce que celui de 9 ans va aussi à l'école 3 heures par semaine. D'accord. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, on accueille Clara Covelli, qui a déjà été une invitée pour une émission précédente qui concernait les apprentissages pour l'accompagnement des enfants avec autisme. Est-ce que Clara, tu pourrais un petit peu te présenter pour les personnes qui n'auraient pas suivi la première émission? Donc bonjour, donc, moi c'est Clara. Je suis enseignante spécialisée en IM Pro et donc j'accompagne des jeunes de 14 à 20 ans en situation de handicap. Et parallèle à l'IM Pro, je suis des enfants à domicile qui ont des troubles des apprentissages ou qui sont porteurs de handicap. Et je les accompagne en soutien scolaire particulier. Je fais aussi de la méditation et des ateliers philo pour les enfants et les adolescents. Donc tu as une formation de méditation pleine conscience. Oui. Tu es passée par quel cursus? Alors, j'ai dû faire un programme MBSR pour les adultes. Donc, c'est un programme de méditation destiné aux adultes qui permet ensuite de se former à la méditation pour enfants. Et je suis formée donc à la méthode d'Eline Snell, qui a écrit de nombreux livres, dont Calme et attentif comme une grenouille, qui est une méthode de méditation assez ludique. Et avec une petite peluche grenouille qui plaît bien aux enfants. Et donc du coup, je suis diplômée instructrice de pleine conscience pour les enfants. D'accord, donc c'est un outil que tu as développé. Tu étais d'abord enseignante spécialisée, oui. Et tu as développé cet outil parce que ça te semblait important et utile justement concernant toute cette palette d'émotions à gérer, à accompagner. Tout à fait. Alors j'ai commencé, avant d'être enseignante spécialisée, j'étais enseignante en milieu ordinaire et j'ai utilisé énormément la méditation dans le cadre de la classe. J'ai vu que c'était très porteur pour les enfants, ça leur apportait énormément. Ça permettait aussi d'avoir un climat serein et les apprentissages se faisaient dans de meilleures conditions. Donc j'ai voulu me former et utiliser ça, mettre à profit mes connaissances pour les enfants. Est-ce que vous utilisez, Alexandra, de votre côté, des outils comme la méditation ou qui peuvent apporter un plus pour l'accueil et la gestion des émotions? Est-ce que de votre côté, vous utilisez ce genre d'outils? Alors, la méditation, non. Par contre, on utilise beaucoup la musique pour amener au calme, tout ce qui est musique classique, musique douce.
À quel moment, en fait? C'est quand l'émotion monte, ou c'est justement pour prévoir? Quand est-ce que c'est prévu ou est-ce que c'est pour calmer? À quel moment ça intervient? Alors, c'est plutôt quand, l'angoisse est là, que l'émotion est déjà un peu à son comble avant une crise, avant qu'il n'arrive plus du tout à gérer, l'émotion. Hem et aussi, plutôt pour des temps de repos, des temps pour l'aider à se recentrer. D'accord. Mhm. Et justement, est-ce que toi aussi, Clara, tu utilises du coup aussi la musique pour apaiser, Oui, 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 tout à fait. C'est un outil très intéressant chez les enfants et c'est souvent eux qui le demandent d'ailleurs. La musique douce, alors on en met énormément en classe et puis je conseille aussi aux parents, comme vous le faites, de le faire à la maison, même en faisant leurs devoirs, en travaillant. Ça permet vraiment d'apaiser les enfants. Ils sont très sensibles à tout ça. Alors on va entrer, on reparlera de la méditation bien évidemment parce qu'on est très curieuse de comprendre et de savoir comment tu peux mettre en place ces petites séances de manière concrète, par exemple, pour éclairer un petit peu les familles, leur donner envie d'aller un peu pratiquer aussi, utiliser, expérimenter. Mais peut-être on va essayer de définir justement pour ces besoins éducatifs particuliers, comment ça se passe au niveau des émotions. Pourquoi est-ce que c'est compliqué, les émotions? Il y a une notion qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'il y a une espèce d'envahissement des émotions, comme si ça pouvait envahir un peu tout le corps, de par tous les sens. Enfin, est-ce que tu pourrais expliquer ou est-ce que vous pourriez nous dire, Alexandra? Enfin, c'est vraiment cette impression que ça passe par le corps, pas simplement par un bruit qui peut être dérangeant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette gestion Alors, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les enfants ne sont pas très au fait au début de quelles émotions ils peuvent ressentir. Donc, c'est important de les aider à les identifier et de les aider aussi à repérer quels signaux en fait permettent de nous mettre sur la voie. Ça peut être quelque chose de dérangeant, un stimuli qui va être dérangeant, ou repéré sur eux, sur de l'infraverbal. Comment est-ce qu'ils vont être mal à l'aise ou mal gérer une émotion? À quel niveau du coup? Alors, ça peut être un stimuli extérieur ou même en eux. Parfois, on peut ressentir une émotion et finalement, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc voilà, c'est les aider à identifier ce qu'ils ressentent dans leur corps et à partir de ce qu'ils ressentent dans leur corps, les aider à identifier quelle émotion peut être associée à ces ressentis. Alors, il me semble que lors de la préparation, tu m'avais parlé justement d'une petite balle que tu utilisais pour repérer, identifier sur le corps, pointer sans forcément passer par les mots, mais par le corps. Alors, raconte-nous un peu cette expérience de balle. Alors, pour les plus petits, on utilise un schéma, un dessin du corps, et puis je leur demande en fait de placer une croix ou un petit rond sur l'endroit du corps, en fait, à l'endroit du corps où ils ressentent cette émotion-là. Donc ça peut être dans le ventre, ça peut être sur le plexus, voilà. Et ça permet du coup d'identifier dans quelle partie du corps est-ce qu'ils ressentent cette émotion-là. Et puis pour les plus grands, on utilise une balle, donc en général on utilise une balle de tennis, mais on peut utiliser aussi des petites balles de cirque, un peu molles. Et alors c'est pareil, en fait, ils placent la balle sur l'endroit du corps qui peut être désagréable quand ils ressentent une émotion. Et puis ils peuvent se masser aussi avec. D'accord. Donc on apprivoise un peu la zone, on identifie. C'est pas, ce qu'il y avait quand même cette notion, je ne sais pas, Alexandra, si vous pouvez nous en dire quelque chose, d'impression d'être envahi par, et le fait de pointer, d'identifier, pas forcément par des mots, mais on verra que ça peut être aussi par des mots ou d'autres outils, mais dans le ressenti. Enfin, cette sensation de pouvoir placer, mettre des frontières, des limites
à ce qui peut envahir et perdre quand on est envahi. Voilà, on perd ses moyens et ça peut exploser. Ça peut être difficile à contenir pour chacun, pour l'enfant et pour tout ce qu'il y a autour, j'imagine. Est-ce que vous utilisez ce genre de moyens pour, quand c'est pas possible de mettre en mots les choses, ou est-ce que vous avez des astuces, Alors, Alexandra? non, j'utilisais pas de balle, mais c'est vrai que c'est une idée très intéressante. J'utilisais plutôt la roue des émotions avec, avec une roue de gestion d'émotions, c'est-à-dire, peu importe l'émotion, j'ai besoin d'un verre d'eau, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin et en fait, avec une flèche, il pouvait, sans forcément, utiliser les mots, simplement avec des pictogrammes, montrer ce dont il avait besoin. Donc aider à exprimer un besoin qui va faire que ça peut être quelque chose qui peut ne plus être gérable. D'accord, donc pointer le besoin, réussir à exprimer son besoin. D'accord. C'est intéressant du coup de compléter l'identification des émotions et ensuite le besoin. Donc je ressens cette émotion-là et de quoi je vais avoir besoin justement pour l'appréhender cette émotion. Donc c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Oui, parce qu'on est déjà dans une solution à apporter. Oui. Est-ce que du coup au niveau de l'accueil de ces émotions, vous utilisez donc là c'est quand c'est à chaud, quand il y a quelque chose qui est difficile à gérer, mais après, quand l'émotion est passée, qu'il y a ce temps où on digère, où il n'y a plus cette permanence d'être heurté, où ça vibre, est-ce que vous reprenez par des livres, par des albums? Est-ce que vous utilisez ce genre d'outils, Alexandra, de votre côté? Oui, j'utilise, donc on a un livre qu'on a beaucoup utilisé pour l'accueil des émotions et expliqué au travers d'histoires. Je peux vous le montrer. Donc, c'est Gaston la licorne, pas trop petit. Donc ça, c'est les émotions de base. Après, il y a plein d'autres livres qui permettent de développer différentes émotions. Le livre de la colère aussi. Alors, j'ai pas l'exemplaire là, mais c'est un livre qui est très, très bien parce qu'il y a différentes couleurs en fonction de la colère qu'on ressent et toujours après des difficultés à gérer ses émotions, on remet les mots et on essaie de trouver des solutions sur comment faire pour pas que ça se reproduise la fois suivante. Et il me semble que dans ce livre de la colère, il y a justement le fait d'accueillir et il y a petit à petit de la distanciation. Petit à petit, la colère disparaît dans ce livre, justement. Donc on peut traverser les émotions jusqu'à justement les dépasser. Donc oui, si j'ai un bon souvenir de ce livre, il peut être aussi très intéressant pour la traversée de l'émotion qui peut être difficile à vivre. C'est ça. Et d'accord. Et il y a quelque chose donc on a parlé de l'identification des émotions, savoir les repérer, les pointer. Il y a des pictogrammes que tu utilises, il y a un coin dans ta classe spécifiquement à destination on en a parlé dans une autre émission. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passait à quel moment? Alors voilà, dans la classe, on a un coin dédié à l'accueil des émotions. Et donc, il y a plusieurs pictos qui représentent chacun une émotion. Et donc, les jeunes ont une étiquette et ils peuvent se placer sur l'émotion qu'ils ressentent à l'instant T. C'est-à-dire qu'à tout moment, dans la journée ou dans l'heure qui suit, ils peuvent ensuite replacer leur étiquette sur l'émotion qu'ils ressentent. Et ce qui est, je trouve, très important, c'est de les aider à identifier le fait que les émotions sont passagères. Il n'y a pas la permanence. Voilà. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire des petites recherches, j'ai vu ces mots qui revenaient d'être envahi par, comme si le corps absorbait plein de stimuli. Voilà. Et en même temps, cette notion que l'émotion dure, ça se transforme comme en un sentiment qui peut, si on n'arrive pas à s'en détacher, justement reste omniprésent. Donc là, il y a ces étapes-là qui sont... Voilà. Cette idée de se dire, ok, à ce moment-là, je ressens telle émotion, mais dans 5 minutes, peut-être que je peux ressentir une autre émotion et c'est très bien comme ça. Et effectivement, en mettant en place des exercices comme la méditation, on évite en fait à
à des émotions qu'on peut ressentir comme négatives, de s'installer et de se transformer en sentiments ensuite. Donc oui, il y a les petits albums, dont voilà les icônes. Il y a aussi d'autres outils qui pourraient que tu utilises et qui pourraient être intéressants, comme En outil, il peut y avoir les jeux des émotions aussi, qui est assez intéressante. Alors, c'est des petites cartes où, du coup, donc on a des différents smileys ou différents visages, ça dépend le modèle qu'on choisit et l'enfant va devoir apprendre à reconnaître l'émotion de la personne sur la carte et peut-être, faire une mimique ou, on peut discuter de, ben, cette émotion-là, à quel moment tu l'as ressentie, aujourd'hui ou à quel moment, voilà, choisir un moment dans lequel, l'émotion a été ressentie pour pouvoir en discuter. Donc là, on prend de la distance dans ce que vous proposez par rapport aux émotions, justement. Et on dédramatise, on joue avec, on en fait un jeu. D'accord. Mhm. Et il y avait aussi cet aspect, ça y est, j'ai retrouvé, sur l'aspect à un moment donné, de pouvoir déposer ses émotions aussi par la création. Ça peut être l'art visuel, ça peut être en fonction des intérêts. Est-ce que tu peux nous donner, est-ce que tu as des exemples justement Oui, tout à fait. de ça? Alors, je le fais particulièrement avec les jeunes que j'accompagne en libéral à domicile. Suite à une séance centrée sur les émotions, j'aime bien proposer une activité créative. Parce qu'on sait que voilà, le modelage, la peinture permet vraiment de déposer, comme tu dis, ces émotions, d'évacuer le trop-plein d'émotions qu'on a pu ressentir. Et donc, c'est vrai que la créativité, c'est vraiment... Puis il y a cet aspect de transformer aussi dans la création. Tout à fait. Je dépose et j'en fais quelque chose de beau ou de pas beau, peu importe. Beau, mais en tout cas, je le transforme. Le sors, quoi. Voilà, je le sors. Oui. Est-ce que vous utilisez aussi l'aspect créatif, justement, pour aller déposer et puis transformer ces émotions en quelque chose d'autre? On a beaucoup utilisé tout ce qui était mandala, donc à dessiner, vraiment pour essayer de poser, le stress de la journée, le fait qu'il n'arrive pas à dormir, ces choses-là ou alors aussi le dessin. Notamment, on le voit, aux couleurs qu'il utilise, par exemple. Donc ça nous permet de repérer, ce qu'il ressent à ce moment-là. C'est pas compliqué un mandala? Enfin, moi, j'ai jamais réussi à en colorier jusqu'au bout. Je me demande, qu'est-ce que c'est? Oui? Il y a différents niveaux et ça demande une concentration, donc ça leur permet de se poser et de se concentrer sur quelque chose de positif qu'ils aiment faire. Donc ça permet vraiment de redescendre, voilà, en termes de colère, de fatigue, de ce qu'ils peuvent ressentir à ce moment-là. Tout à fait. Et c'est vrai qu'au niveau des ressentis, pour colorier les mandalas, on conseille, alors évidemment, d'accompagner aussi de musique douce, ça peut être très porteur. Mais quand on a un besoin de se retrouver, de se recentrer, on conseille de colorier les mandalas de l'extérieur vers l'intérieur. Et au contraire, quand on se sent renfermé, qu'on a besoin d'aller vers les autres, on conseille de commencer par l'intérieur pour s'ouvrir. Voilà. Donc il y a quelque chose de très symbolique là-dedans. Oui. Est-ce que vous faites de même avec les mandalas? Est-ce qu'il y a un modus operandi par rapport aux mandalas? Colorier un petit peu selon nos envies, mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'essayer. Oui, soit on va vers soi, soit on va vers l'autre. Voilà. Alors, par rapport aux émotions, il y a quelque chose qui m'a aussi frappée dans les recherches que j'ai pu faire, enfin qui était récurrent, c'est le fait c'est l'autre. C'est dans ce message qu'on adresse à l'autre. Donc là, on a identifié ses propres émotions et comment les exprimer. Et justement, par rapport à autrui, être capable de comprendre les émotions de l'autre. Parce que c'est énorme, comme il y a plein d'implicites, il y a plein d'infraverbal là-dedans. Comment ça se passe, quelles sont les difficultés et comment on peut réussir à trouver des solutions pour comprendre ce message de l'autre qui nous est adressé. Là aussi, on peut utiliser des jeux et on peut utiliser notamment le photolangage. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, on peut proposer aux enfants différentes photos qui représentent différentes émotions.
et essayer d'identifier, voilà, cette personne-là sourit, à ton avis, elle ressent quelle émotion? Et ainsi de suite pour toutes les émotions. Et donc, une fois qu'on aura identifié les mimiques, tout ce qui correspond aux émotions, à ce moment-là, ce sera aussi plus facile pour eux de les repérer. D'accord. Est-ce que, parce qu'il y avait aussi une notion quand on analyse l'autre, de balayage global de tout ce qu'on peut observer dans le détail et non pas hiérarchiser, Oui. en fait. Est-ce que ça c'est juste? Est-ce que donc une difficulté à identifier parce que tout est sur le même niveau d'importance. Oui. Tout est aussi fort en fait dans les éléments et le fait justement de pointer, d'être explicite, c'est un peu ça ce chemin-là Oui, d'arriver à décrypter. Les orienter parce que c'est vrai que pour certains jeunes, même quand on sourit ou qu'on pleure, parfois c'est difficile ils peuvent avoir du mal à identifier une émotion. Et effectivement, de pointer sur des éléments vraiment explicites, ça peut les orienter et énormément les aider. D'accord. Est-ce qu'il y a une difficulté aussi qui est repérable et comme ça au niveau de comprendre ce que l'autre ressent quand il y a une dispute ou une crise? Dites-nous. Oui, il y a des difficultés. Alors, dans tous les domaines des émotions, par exemple, en face, il va voir une personne qui sourit, il va penser qu'on se moque de lui. Ça peut être vraiment un problème au niveau du décodage de l'émotion de la personne en face. Et est-ce que vous avez eu recours à des outils comme ce qu'on appelle les habiletés sociales ou que vous avez pu vous approprier et comment ça s'est passé? Alors, mes enfants étaient sont toujours suivis par des neuropsychologues justement qui travaillent sur la gestion des émotions et le fait de décoder les émotions des autres. Ensuite, y mettre des mots et au quotidien, en fait, on explique que quand il perçoit mal l'émotion qu'on veut envoyer, on lui explique quelle émotion on a voulu donner, pourquoi on a souri pour telle et telle chose, pourquoi on est en colère aussi. Et ça lui permet vraiment d'identifier au fur et à mesure l'émotion que lui peut ressentir, mais ce que les autres aussi peuvent percevoir, ce qu'ils peuvent montrer en fait. Clara, tu m'as parlé lors de nos échanges d'un élève qui, lui, était focalisé sur plus justement les émotions de l'autre. C'était ça qui primait, plutôt que les siennes. Oui. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? C'est vrai qu'on croise des jeunes qui peuvent avoir des difficultés à ressentir les émotions des autres, mais d'autres jeunes qui peuvent être envahis justement par les émotions des autres. En croisant dans la rue quelqu'un qui pleure, être vraiment lui aussi hyper, très très empathique et ressentir cette émotion à son tour. Et à ce moment-là aussi, il faut l'aider à se recentrer. Donc du coup, il y a aussi une recherche de retrouver, tu me disais des mots comme ces frontières intérieures. Essayer voilà, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre. Voilà, pour pas se laisser déborder par ses propres émotions, mais aussi par les émotions des autres. Voilà, à quel moment s'arrêtent l'échange et l'interaction en fait. À quel moment il y a le mélange n'est plus bon là-dedans. C'est vrai qu'on peut être en empathie et ressentir ce que la personne ressent, mais sans être en sympathie pour le coup et être en fusion avec carrément les émotions des autres. Si là, c'est comme si en fait cet élève était l'émotion. Tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme travail justement avec cet élève de fait pour mettre cette distanciation de repérage à chaque fois comment tu as fait? On réexplique la situation qui vient de se produire, on explique pourquoi son camarade a ressenti telle émotion. Et puis on recentre sur elle. Donc on lui dit tu as observé cette situation, mais toi, qu'est-ce que toi tu ressens? Et donc on essaie toujours de décoder et de mettre de la distance avec ce qui s'est passé pour pas que ça l'envahisse trop. Est-ce que vous avez pu noter, Alexandra, de votre côté, justement par rapport à tout ce que vous pouvez mettre en place,
quelque chose de plus fluide, qui fonctionne mieux, une progression, un apaisement par rapport à tout ça dans le temps? Oui, oui. À force de nommer l'émotion, de travailler dessus par divers jeux, maintenant il est capable de nommer, les émotions de colère. Il est capable aussi de gérer avant, l'envahissement total. Il est capable de dire: «Ben, moi, j'ai Mmh. besoin, de prendre l'air, j'ai besoin d'aller jouer un peu de musique, j'ai besoin de m'isoler» et au fur et à mesure, en fait, ça donne, comment dire? Une meilleure gestion, au quotidien Mmh. et peu importe l'émotion qu'il va ressentir à ce moment-là et de la difficulté, s'il est dehors, à la maison, voilà, à gérer. Mmh. Alors, on peut maintenant peut-être, si je pense qu'on est curieuse de tout ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe une séance alors, tu fais des ateliers philo, mais comment ça se passe au niveau des ateliers de méditation? Méditation. Ouais. Est-ce qu'il y a les parents? Est-ce qu'il y a que les enfants? Alors, tout est possible. Pour on peut commencer la méditation dès petit. Mhm. Donc, quand on commence la méditation petit, à partir de 3 ans, on va passer énormément par le corps. Euh, voilà, parce que faire des méditations à proprement parler, c'est quand même assez long pour les enfants. Et puis, ils ont besoin d'expérimenter par le corps à cet âge-là. Donc, on va faire des petits exercices de yoga, énormément centrés sur la respiration. Et plus grand, voilà, ça va être aussi des exercices de respiration qu'ils peuvent ensuite faire tout seuls. Donc, on a une petite boîte à outils D'accord. d'exercices Par degré ou par besoin ou par thème par âge plutôt. Par âge. Et qu'ils pourront ensuite reproduire chez eux en cas de besoin. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment une ressource et qu'ils puissent être autonomes dans la gestion de leurs émotions. Et voilà, de se dire, à ce moment-là, je me sens débordée, je me sens pas bien, je vais faire tel exercice pour m'apaiser. Et en fait, on se rend compte que la méditation, on peut en faire partout. On peut en faire dans la rue, on peut en marchant, dans le bus. Et on n'a pas besoin d'être dans le silence, assis en tailleur. Avec un protocole bien... Non. L'idée, c'est d'être présent à ce qui se passe en ce moment et d'accepter toutes les émotions qui arrivent à nous, qu'on les ressente plutôt négativement ou positivement. Mais c'est d'identifier ce qui se passe dans le moment et de vraiment l'intégrer. Donc il y a une recherche de voir ce qui est à l'extérieur. Et ce qui m'appartient, c'est encore un peu ce mouvement-là dont tu nous parlais pour les mandalas. Voilà. Et donc de faire le tri aussi entre ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de ne pas juger ce qu'on ressent. On peut être mal et avoir l'impression de ressentir une émotion plutôt négative, mais sans forcément la juger. Juste l'observer et se dire, ok, là je me sens pas très bien, je vais faire tel exercice peut-être pour m'apaiser, mais voilà, ça va passer, c'est pas grave. Et en plus, quand c'est un enfant, on rentre, c'est comme un jeu en fait. Voilà. Donc c'est moins, parce qu'il y a beaucoup d'adultes pour lesquels c'est compliqué, ça peut être compliqué la méditation, ce ressenti des différentes parties du corps, des idées qui passent vite et qu'on doit accueillir et puis laisser passer. Mais alors, du point de vue d'un enfant, si on regarde ça avec un regard d'enfant, ça peut être comme un jeu, justement. On se prend au jeu et justement, il y a les bienfaits qui viennent beaucoup plus naturellement. Et c'est vrai que, comme tu dis, en commençant la méditation adulte, pour nous, ça peut nous paraître rigide. On peut se dire, finalement, je n'ai pas forcément le temps de me poser 10 minutes et de respirer. Mais en fait... Voilà, on peut en faire partout. Et quand on commence très jeune, c'est comme tout, ça devient une habitude. Et les enfants, en fait,
On l'habitude ensuite voilà, de respirer, d'essayer d'identifier ce qu'ils ressentent. Ça fait partie de leur quotidien. C'est une boîte à outils à Voilà. disposition tout le temps. Et pour ça, c'est fantastique. Vous utilisez, Alexandra, aussi la respiration? Oui, alors on l'a utilisé plus petit, avant qu'il arrive à identifier les émotions, notamment par les histoires de Gaston la licorne. À la fin de chaque histoire, il y a des séances de respiration en fonction d'une émotion qu'il ressent. Donc la colère, il va souffler très fort sur un nuage, donc on identifie un nuage où il souffle, et ça permet de redescendre. Par exemple, vous pouvez nous donner un exemple d'une autre émotion pour comprendre donc la colère. La concentration, par exemple, je reprends le livre, hein, ça fait Oui, la longtemps. concentration. Oui, étudie, Alexandra. Alors, Et pour qu'on voit un petit oui, peu voilà. la Alors, différence entre deux je modes. je vous montre en même temps. Donc, du coup, voilà, on a des petites séances de respiration. Là, en l'occurrence, c'est d'imaginer au milieu du front un bouton qui commande la concentration. Ce bouton, il est éteint, il est rouge. Il inspire, il bloque sa respiration et il expire pour pouvoir mettre le bouton vert. Voilà, c'est différentes respirations qui peuvent être voilà, agrémentées. Donc il appuie, alors ça peut être aussi mouvementé, où il appuie sur le front, où il bat des ailes. Voilà, c'est aussi très mouvementé. Ah ouais. Donc oui, non, ça peut être vraiment. Donc c'est un outil que vous avez utilisé et maintenant qu'ils sont plus grands, la respiration, vous nous disiez quand ils étaient petits. Il y a d'autres, ça marche plus. Alors il l'utilise plutôt pour la colère. Je remarque que sans le vouloir, il a gardé en fait je souffle fort quand il est en colère. C'est vrai que la concentration, il l'utilise plus, mais il a gardé ce qu'il avait le plus besoin dans ses Il s'est respirations. approprié, en fait. C'est Oui, passé par lui. Ouais. voilà. Il s'est approprié les émotions dont il avait besoin pour souffler, voilà, ce qu'il ressentait à ce moment-là, quoi. Moi, j'étais très surprise. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Par exemple, tu nous disais la méditation, ça peut être n'importe où. La méditation marché. Je sais que il y a par exemple un docteur qui s'appelle Dr Tran aux environs de chez nous qui avait monté ça pendant le confinement, des séances. Je pense qu'elles sont encore accessibles sur Internet, où il proposait, même parfois en remplacement de médicaments, des séances de méditation qui pouvaient être marchées. Ça veut dire que et qui se faisait avec la famille. C'était un investissement, un engagement de toute la famille. Et du coup, ça pouvait être à n'importe quel moment, sans que les autres autour ne s'en rendent compte, mais qui pouvait être assez rapide. Ça n'avait pas l'air d'être un protocole long. Est-ce que oui. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, voilà, avec la méditation, c'est de se dire que on peut l'utiliser partout, tout le temps. Donc c'est une ressource qu'on a à disposition et qui peut nous servir en toutes circonstances. Il suffit d'être nous, en fait. Voilà. N'importe où, mais nous. N'importe où, mais nous, vraiment ancrés, vraiment là. Et voilà, on n'a pas besoin d'être assis en tailleur, d'être dans le calme, de méditer pendant 45 minutes. Ça non, on le fait où on veut, dans n'importe quelle position. Et en ça donne une flexibilité qui donne beaucoup de liberté et du coup de la confiance. D'aller dans plein d'endroits où on n'irait pas forcément, puisqu'on on transporte sa maison avec soi, quoi, en fait. Ouais. C'est ça. D'accord. Alors, désolée, hein. Un petit peu de choses à couper. C'est long, hein, quand même. Là, on est toutes les trois sur 2 émissions. Voilà, j'en ferai pas 3 dans la même journée. Hein. Je vous préviens, les filles, c'est non. On va passer peut-être maintenant à quelque chose. Il y a des lieux qui peuvent être aussi. On va peut-être parler de la nature, ce genre de choses. Alors,
Donc là, on a vu certaines méthodes comme la méditation. Ça peut être aussi des lieux. Ça peut être des lieux comme la nature. Est-ce qu'il y a des choses qui sont identifiées comme étant des endroits ressources en dehors de soi qui peuvent être. Est-ce que Alexandra, ça existe? Est-ce qu'il y a l'endroit Alors, Apaisant. l'endroit apaisant, pour mes enfants, c'est la plage. Peut-être parce qu'on y habite très, très loin, Ah, mais c'est vrai que le fait de regarder les vagues sur le sable, s'échouer, c'est quelque chose de très apaisant. Et la nature, oui, on est proche de la forêt et on entend les oiseaux, on entend, c'est aussi très, très apaisant, voilà, ça leur permet, de temporiser un petit peu, ce qu'ils vivent. D'accord. Donc quelque chose de supérieur, de grand, dans lequel dont on fait partie, mais qui, voilà, qu'on peut observer et qui apaise, qui ramène le calme. Mm. Tu nous parlais dans une émission précédente justement de l'utilisation que tu avais faite de la nature avec ce projet. Oui. Tu peux nous en peut-être reparler? Il y a des gens qui n'ont pas forcément écouté la première émission. Malheureusement, je vous la conseille, hein, sur les apprentissages où tu avais justement, dans l'établissement dans lequel tu travailles, mis en place un projet un peu envers et contre tout, avec pas mal de batailles pour reconnaître les vertus de ce projet possible, Oui. justement en pleine nature. Oui. Est-ce Oui. que tu peux nous en redire Donc c'est quelques vrai mots? qu'à l'IMPRO, depuis cette année, une fois par semaine, donc une journée par semaine, on part dans la nature faire l'école dehors toute la journée. Donc on pique-nique le midi. Et l'idée, voilà, c'est de rendre les apprentissages concrets et d'être en plein air. Donc on a vraiment constaté un grand apaisement chez les jeunes quand on était dans la nature et notamment en forêt. Et voilà, des jeunes qui pouvaient faire des crises, qui pouvaient être assez violents et justement envahis par leurs émotions. Lorsqu'on était en nature, en fait, ils étaient très apaisés, gentils les uns avec les autres, très doux. En fait, voilà, il émanait une douceur qu'il n'y avait pas du tout au sein de l'établissement. Et puis, Comment ça t'est venu cette idée parce que c'est issu d'un concept que tu... Comment ça t'est venu? En fait, on voit beaucoup maintenant d'écoles qui sortent. Et notamment, depuis le confinement, on parle beaucoup d'écoles dehors. Et pour moi, en fait, ça a toujours été une évidence qu'on apprend en classe, oui, mais on apprend surtout à l'extérieur. Et que les apprentissages n'en sont plus concrets et plus profitables. Déjà, quand on est bien. On est dans quelque chose de naturel. Oui. On oublie l'artificiel. Voilà, quelque chose de vrai. Et on voit même que dans leurs relations, on voit vraiment une différence quand on est au sein de l'établissement et quand on est à l'extérieur. Beaucoup plus de coopération, de bienveillance, la fluidité qui revient en fait. Et il y a quelque chose là au niveau des stimuli qui peuvent être envahissants, est-ce que, si on peut observer un peu ces stimuli justement, est-ce qu'il y a beaucoup de pas naturels, de dérangeants, ou est-ce qu'il y a aussi une part de... Puisque là, ils auraient pu être face dans la nature à plein de stimuli qui peuvent déranger, etc. Et finalement, c'est sans fin les stimuli qui existent dans la nature, mais elle est prise comme une globalité. Enfin, je me dis, et peut-être il y a quelque chose entre le naturel et les stimuli qui sont plus dérangeants, mais qui sont plus de l'ordre de l'artificiel. C'est vrai, parce que on se reconnecte à quelque chose effectivement de plus naturel. Et alors, au début, c'était quand même un pari, parce que les jeunes qu'on accompagne en situation de handicap peuvent être perturbés par tout ce qu'il y a autour, puis par l'immensité aussi parfois. Et en fait, on se rendait compte qu'ils observaient les arbres totalement émerveillés.
que ça leur procurait vraiment beaucoup de bien-être. Et en fait, on s'est rendu compte que certains comportements qu'ils pouvaient avoir au sein de l'établissement, en fait, ils ne l'avaient pas du tout à l'extérieur, et que à l'inverse, par exemple, quand on était en extérieur, dans la nature, ils pouvaient jouer ensemble, chose qu'ils ne faisaient jamais au sein de l'établissement. Donc nous, on laissait aussi une grande importance au jeu libre. Et donc, quand on laissait les choses faire sans forcément tout Contrôler. Il se passait des choses fantastiques. Notamment, une fois, les jeunes, on les a retrouvés en cercle, ensemble, en train de jouer, en train de s'amuser à faire du feu, à jouer avec des branches d'arbres. Pour de faux. Oui, pour de faux, évidemment. Ils essayaient de faire du feu avec des branches d'arbres. Et ils discutaient, ils échangeaient. Et ça, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas du tout au sein de l'établissement. Donc cet environnement permettait tout ça. Est-ce que vous avez repéré, Alexandra, vous aussi, quelque chose de l'ordre des stimuli qui peuvent déranger, faire bouger au niveau des émotions, s'il y avait justement cette différence entre ce qui peut être naturel ou ce qui peut être artificiel? Est-ce qu'on a une petite piste d'exploration intéressante, ou est-ce qu'on la laisse filer, tranquille? Non, je rejoins, j'ai perdu le prénom, je suis désolée. Je vous C'est Clara. Clara, pardon, je rejoins Clara. Il y a vraiment une grosse différence entre les stimuli, du coup naturels et artificiels, les bruits de voiture, les bruits de travaux, ces choses-là qui peuvent être énormément dérangeantes du fait, du bruit qui est très fort, par rapport aux oiseaux, aux feuilles, au vent, ces choses-là. Et c'est vrai que le fait Il y a de des oiseaux qui piaillent très, très fort, quand je même. sais, je sais. Mais ça n'empêche que ça reste quand même un bruit de nature, et on apprend à vivre avec, tout bébé, en fait, et c'est devenu quelque chose de naturel dans notre entourage. Et c'est vrai que le fait, de sortir, travailler ne serait-ce que, dehors en forêt, par exemple, je reprends l'exemple, ça laisse aussi place, à l'imaginaire, et donc à pouvoir, explorer tout ce qu'ils ne pourraient pas faire forcément en intérieur. Il y a quelque chose qui peut être aussi peut-être intéressant à repérer, c'est la notion du temps. Parce que par rapport à ce que tu disais, quand on est en classe, il y a de la pression, il y a des attentes, il y a des codes, des protocoles. Et là, finalement, il y a des choses qui reprennent place naturellement parce qu'il y a cette notion d'espace, mais aussi de temps. On a le temps, on se l'accorde en fait. On est dans une bulle qui permet peut-être d'enlever cette pression que nous, on ne palpe pas forcément, ou on va faire avec, mais qui, pour des enfants beaucoup plus sensibles à tout ça, justement, dans ces milieux-là, dans ces contextes-là, ou ces bulles qu'on peut peut-être créer ailleurs, on peut peut-être les recréer, bien évidemment, dans des temps de méditation ou autres, mais en tout cas, cette pression est moins prégnante, et du coup, elle permet ces développements, elle permet, C'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est vrai que, justement, dans l'idée de prendre le temps dans la nature, c'est vrai qu'il y a des exercices qu'on peut faire, notamment en méditation. Par exemple, se concentrer sur les bruits, pour le coup, de la nature, chose qui peut être assez anxiogène dans la vie de tous les jours, dans la rue, au sein d'une école, etc. Là, par contre, on peut se concentrer sur les bruits et en faire un exercice de méditation, se concentrer sur les chants des oiseaux, sur les feuilles des arbres, etc. Ça, c'est vraiment un exercice de méditation qu'on peut faire dehors. Parce qu'il y a peut-être cette conscience, du coup, que rien ne va venir nous agresser. Que déjà, de par le lieu et le temps qui nous est permis, on peut juste être dans le... C'est plus simple, peut-être, de se le permettre. Alors maintenant, peut-être, pour terminer, on pourrait aussi parler de quelque chose qui nous semblait
très important avec Lara, c'est-à-dire de prendre en compte justement les émotions de ceux qui accompagnent. Ça nous semble primordial parce que c'est quand même celui qui accompagne qui va être porteur d'eux et peut-être ça nous semble important de consacrer un temps à ceux qui accompagnent ces enfants avec autisme. Est-ce que vous, Alexandra, vous faites accompagner? Comment vous prenez soin de vos émotions pour pouvoir justement vous-même accompagner les émotions de vos enfants? Est-ce que vous pourriez nous dire Oui, c'est important de prendre du temps pour soi. Parce que si on ne prend pas de temps pour soi, on ne peut pas aider les autres, et encore moins les enfants qu'on accompagne. Alors, il y a chaque personne a sa façon de gérer ses émotions. Moi, par exemple, c'est la cuisine. J'aime bien cuisiner quand je suis énervée, ou faire de la couture ou du jardinage. Je pense qu'il faut trouver quelque chose qui nous convient personnellement pour pouvoir rester calme face à différentes émotions et différents débordements qu'on peut vivre au quotidien. Est-ce que toi, justement, tu prends le temps aussi, parce que travailler en IME, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'engagement et qui peut coller à la peau aussi, même quand on quitte le travail, on en a parlé toutes les deux. Est-ce que, justement, tu as certainement des outils, on en devine certains, hein, que tu utilises pour justement te ressourcer toi-même? C'est vrai que la méditation, pour le coup, c'est un outil qui m'aide énormément au quotidien. Parce que voilà, c'est vrai que pour prendre soin des autres, il faut être vraiment disponible et donc être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec les autres et puis pour pouvoir les aider du mieux possible. Voilà, donc la méditation, c'est vraiment un outil qui m'aide au quotidien. Et voilà, aussi tout ce qui est créatif. Je fais aussi beaucoup de couture, de peinture et ça permet d'extérioriser énormément les choses. C'est très important. Il y a aussi des personnes qui peuvent être des personnes ressources. Je sais qu'une autre maman m'avait parlé pour qui était dans une association d'accompagnants d'enfants avec autisme, qui m'avait parlé de la maison des aidants qui a été créée, et pas par hasard, j'imagine, pour pouvoir aussi permettre de temps en temps d'échanger, d'avoir du temps pour soi. Dans ces endroits-là, on peut aussi prendre en charge les enfants un moment, mais être capable de prendre en considération le fait que parfois on ait besoin aussi d'être aidé. Mais c'est compliqué de toute façon d'aller demander de l'aide, hein, mais je pense que d'échanger, est-ce que vous échangez avec d'autres mamans, d'autres papas, avec oui? Notamment par le biais de l'association Autisme Asperger à Fleur-de-Pau, dans notre région, du coup en Isère, où il y a des groupes de parole. Donc c'est des cafés par an, voilà, où on se retrouve une à deux fois par mois pour échanger avec les familles sur les difficultés, trouver aussi des outils pour essayer d'affronter ces difficultés. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien parce qu'on s'en sent déjà pas seul. Et je pense que c'est important pour les parents de ne pas se sentir seuls face aux difficultés de son enfant, mais aussi d'avoir des solutions concrètes qu'on peut nous apporter sur comment gérer telle ou telle difficulté. Mais ce qui me semble aussi important dans ce que j'entends, donc ce sont des partages d'expériences, des solutions que chacun a pu expérimenter, trouver, ou même si ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas expérimenter et qui seraient peut-être valables pour d'autres. Mais il doit y avoir aussi cette notion à un moment donné de non-jugement qui doit être apaisante dans ce qu'on peut vivre et du coup d'oser être authentique dans ce qu'on raconte, un peu moins sans filtre et du coup de pouvoir vraiment partager parce qu'on sait que, j'imagine, il n'y a pas ce regard
sociétal qui peut juger parce qu'il ne comprend pas, tout simplement pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'a pas conscience de ce que chacun peut traverser. Est-ce que ça aussi c'est important de trouver des gens qui vont... Oui, c'est très important de ne pas se sentir jugé parce qu'au quotidien, on est jugé quand on est à l'extérieur sur les comportements de nos enfants. Et le fait de parler à des personnes qui vivent ces choses-là, ça nous permet de vraiment pas se sentir jugé, de pouvoir parler de toutes les difficultés qu'on a sans crainte. Et ben, je pense qu'il y avait aussi autre chose, que je ne sais pas si on avait échangé ensemble là-dessus, je crois. C'était sur le fait aussi parfois d'oser. Oser, il y a beaucoup de familles avec beaucoup on dit des plannings, des emplois du temps de ministre, beaucoup de prise en charge. Et puis ça me vient à l'idée quand on parlait de se redonner du temps, de l'espace, etc., de parfois être capable aussi de suspendre des soins un temps. Il paraît que ça fait partie de certains accompagnements psychologiques aussi. Et puis que dans ces temps-là, se mettent en place plein de choses et émergent plein de choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Il faut le temps de digérer, d'infuser et parfois arrêter d'être en retard. Est-ce que ça vous parle à toutes les deux tu as, au niveau des prises en charge, par exemple, en équipe, est-ce que ça existe, ça, Oui. suspendre un temps Oui, tout à fait. Ça existe. C'est vrai que la psychomotricienne de notre établissement fait ça. Et c'est vrai que dans ces temps de pause, comme tu dis, il peut se passer vraiment beaucoup de choses qui ne se passeraient pas forcément si l'emploi du temps était rempli et qu'on surchargeait les enfants de rendez-vous. Ça peut être délicat, mais je pense que ça peut être aussi très intéressant de laisser faire les choses parfois. Est-ce que ça vous est arrivé, vous surcharger par des plannings, des fois de se dire, bon, je vais suspendre telle ou telle activité? Oui, on a suspendu cet été notamment parce que on est éloigné de la ville, donc ça nous demandait énormément d'efforts d'avoir des rendez-vous médicaux. On voyait que les enfants n'en pouvaient plus, étaient très fatigués en fin d'année scolaire parce qu'il y avait aussi l'année scolaire qui était déjà quasiment finie. Et c'est vrai que cet été, il y a eu énormément d'évolutions. On a repris là récemment et même les professionnels l'ont remarqué en disant qu'il allait bien, qu'il y avait des choses qui avaient évolué, qu'il avait réussi à acquérir des notions qu'il n'arrivait pas à faire avant cette pause-là. Je pense qu'on pourrait un peu conclure là-dessus. On a abordé plein de thèmes en fait, mais il y a aussi de comment prendre soin d'eux, toutes ces émotions, de comment les accompagner. Alors on a eu nos mots, nos échanges, bien sûr, vous pourrez retrouver dans la boîte à outils que je suis en train de mettre en place plein de ressources, de pistes, de vidéos dans notre petite boîte à outils. Nous, on a eu un échange un petit peu sur l'expérience de chacune et les outils que vous avez pu expérimenter de manière concrète. Il y a quand même, moi, mon petit mot de la fin, ce sera que parfois, il faut aussi se redonner du temps, de l'espace et aussi oser. Il y a quelque chose qui me marque dans notre échange, c'est que parfois ça vaut le coup aussi, bien sûr en toute bienveillance, de manière sécurisée pour chacun, mais parfois se permettre aussi de se laisser place à cet espace de création. Et voilà, ça ce sera mon petit mot de la fin. Est-ce que Alexandra, vous voulez un petit peu apporter quelque chose? Quelle sera votre finalité dans cette discussion? Non, après c'est vrai que c'était complet. Le plus important, je pense que pour essayer de gérer les émotions des enfants, c'est de rester calme, face à ces émotions-là et ça va aussi leur apprendre à eux gérer, voilà, temporiser et essayer ça va permettre de les rassurer aussi, d'avoir un adulte qui est calme face à lui. Voilà.
En tout cas, je vous remercie. Merci Alexandra. Est-ce que Clara, tu veux déjà nous rappeler le site sur lequel on peut te retrouver Oui. si on a envie de justement aller découvrir un petit peu tout ce que tu proposes Oui, alors mon site, donc c'est les ateliers de Clara Gabriel. Et voilà, je voulais vous remercier toutes les deux de m'avoir invitée et d'avoir participé à cette émission. Et voilà, pour conclure, je me dis que le plus important, c'est de faire confiance aux jeunes qu'on accompagne et de se faire confiance soi-même. Et ça, c'est quand même le plus important. Ben, je vous remercie toutes les deux. On se retrouve bien vite pour une prochaine émission. Et rendez-vous dans le prochain collab. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.